me signala un jour qu'il était possible de lire dans la fin du Penis from Heaven, à laquelle je reprochais son infidélité à ses sources dans la comédie musicale hollywoodienne et dans le théâtre de Brecht, évitant au film de prendre position sur la menace d'exécution qui pèse sur le héros. Il était donc possible de lire cette fin comme un reflet supplémentaire de la vie rêvée du héros, et donc comme ses derniers instants sur l'échafaud. Nous n'eûmes que quelques minutes pour pousser cette idée, aussi est-il possible que j'aie mal compris ce qu'il me disait. Voici ma réaction. Dans la version novélisée du scénario de Penis from Heaven par Dennis Potter, il est tout à fait évident que l'histoire ne sait pas comment juger sa propre fin. S'il faut y voir une suite de la vie rêvée du héros, un nouvel appel en sa faveur, un ultime regret que cet appel soit inutile, ou une manière de se plaindre que les chansons soient aussi insignifiantes, il est bien possible que d'un point de vue programmatique par rapport au film, le choix entre ces diverses solutions ait paru indécidable, car c'est au film de se colleter lui-même avec ses problèmes pour trouver une issue. La possibilité que le film choisisse pour option de se rallier au rêve du héros m'a traversé l'esprit, mais elle aggrave, je crois, les choses par rapport à ma description primitive, où le film cédait à la facilité de l'autodérision. Les occasions où le héros se lance précédemment dans des numéros chantés et dansés ont pour effet d'authentifier sa vie intérieure, de nous convaincre non seulement qu'elle existe, mais que ses exigences, si folles qu'elles soient en termes d'imagerie, certains diraient dans leur utopisme, sont justes. C'est une réussite dont aucun art n'aurait à rougir. Après ces passages électrisants, les conséquences, comme une sorte de prix à payer pour cet enthousiasme, étaient que le retour du film à la triste réalité ramenait à quelque chose de non moins emprunté au passé hollywoodien que la manière dont ce film traite le genre de la comédie musicale. Une des façons de décrire la structure de Penis from Heaven, c'est d'y voir l'alternance d'emprunts musicaux à Hollywood, le Hollywood des années 30 et du début des années 40, et de contre-emprunts à ce même Hollywood, ces contre-emprunts fonctionnant comme une sorte d'utopisme négatif, qui fait contrepoids à l'utopisme positif délirant de sa musique et des paroles chantées sur cette musique. Une des sources évidentes de ces retours, de ces contre-emprunts, est un de ces films de femmes ou mélos, comme si nous savions en quoi cela consiste, comme Penny Sérénade, la chanson du passé, en 1941, de George Stevens, avec Irene Dunne et Cary Grant. Je suppose que cette filiation est délibérée non seulement à cause du lien entre les titres, mais parce que dans le couple marié du premier film, un des personnages, en l'occurrence la femme, vend par démarchage de la musique populaire, des disques, pas des chansons sur feuille, et qu'un disque qui tourne ponctue de façon récurrente à la narration du film, qui dans sa progression nous fait assister à la mort d'un innocent et à la mort de l'innocence. Une autre source, moins spécifique de l'attitude contraire envers la réalité, dans la mesure où la réalité est celle d'une planète sans musique, me semble être quelque chose comme un des films noirs réalisés par Fritz Lang au début de sa carrière américaine, par exemple You Only Live Once, J'ai le droit de vivre en 1937, qui a aussi pour protagoniste un vaincu condamné à mort pour un crime dont il est innocent et qui se termine aussi ou presque dans une cour de prison avec en épilogue un moment rêvé et ironique de liberté. Il est forcément plus difficile de reconnaître les sources de l'utopisme négatif ou malheureux que les sources des numéros musicaux, mais l'alternance des genres nous offre à la fois une interprétation de la sensibilité du héros, de ce que sa folie a de courant, et une intuition quant au sens de l'âge d'or d'Hollywood, à savoir que Hollywood représentait alors un monde uni, un univers. Les couples fugitifs de certains de ces mélodrames sont précisément les négations des couples qui, dans certaines comédies hollywoodiennes, sont à peu près aussi isolés de la société, à peu près aussi incompréhensibles pour elles, mais dont l'isolement et l'incompréhensibilité se résolvent sous les auspices d'une fortune plus souriante. Les couples des comédies ont plus facilement accès à l'argent. Il reste déterminé dans quelle mesure, c'est là la différence qui compte, et dans quelle mesure il s'agit du symbole de la différence. C'est à chacun d'entre nous qu'il appartient de trouver sa participation à ces extases en frac et à ces descentes dans les bas-fonds. Or, si l'on doit identifier le dénouement de Penny from Heaven comme un rêve du héros, il s'en faut l'interpréter sur le modèle des moments où précédemment il se mettait à chanter. Alors, puisque ce moment ultime n'a pas de chute,
nous sommes forcés de lire ce rêve simplement comme une fuite ironique, apparemment bien comprise, d'une réalité bien comprise. Et cela me semble infidèle à la fois à la vie intérieure du héros, qui refuse le juste appel dans son sentimentalisme, infidèle à la liberté qu'elle semblait nous attribuer pour décider de notre rapport avec ces événements, et infidèle au pouvoir du cinéma lui-même. Le film avait rendu hommage, même si c'était en tremblant, aux périls et aux valeurs de séduction du cinéma dans sa propre production, mais il semble à présent dans un geste où il se manque de respect à lui-même, affirmer qu'il les transcende, revendiquer une position privilégiée qui lui permet de juger de la valeur du cinéma, du rêve, de l'art, de toute liberté que nous pouvons trouver les moyens d'exprimer, et donc de revendiquer. Loin de moi la pensée de nier le lien entre sentimentalisme sublime et sentimentalisme bas, entre les versions sublimes et basses de l'évasion, mais ce n'est pas pour ne pas en tenir compte que nous avons besoin de l'art, qu'il soit grand ou médiocre, sublime ou bas. À mon sens, ce moment du film pallie une ambiguïté voisine dans ce que je disais précédemment. Quand je fais remarquer à quel extraordinaire degré la convention de voir les films seulement une fois, avec ça et là l'exception de tel ou tel film culte, que l'on va revoir une infinité de fois, et d'en faire la critique à partir de cette unique vision, à la vie dure. Ce à quoi j'objecte, ce n'est pas à la pratique en soi, mais à son caractère dominant, au fait qu'elle est acceptée sans discussion dans la culture cinématographique courante. Je ne prétends évidemment pas qu'il serait préférable de voir les films de manière répétitive, sans raison particulière. Au contraire, faire appel en passant ou à l'improviste à des passages mémorables est un geste dont la valeur réelle pourrait disparaître dans le contexte d'un travail d'étude sur le film. Valeur qui n'est pas simplement de spontanéité, quel que soit le contenu de ce mot, mais d'une profondeur que peut seul saisir, comme par surprise, une certaine immédiateté. Nous sommes plus habitués à voir sacrifier l'immédiateté au travail d'étude dans le cas de la littérature, et je puis imaginer que les difficultés pratiques qui s'opposent à ce que nous vérifions nos réactions à des événements cinématographiques, malgré toute la technologie des cassettes, ou que nous les reconvoquions, auront peut-être un jour ou l'autre un effet fécondant sur notre culture littéraire, en nous faisant souvenir de la valeur qu'il y avait, même si sa propre économie en faisant une nécessité pratique, à citer de mémoire des œuvres littéraires communes, à l'époque où un monde littéraire plus restreint avait des œuvres en commun, époque que nous n'avons pas à envier, sauf pour des choses de ce genre. Le résultat n'était entre autres des citations inexactes d'une façon particulière, mais cela produisait des contextes où l'on reconnaissait l'intérêt d'avoir une mémoire publique. C'est une des choses que je veux voir naître de la culture cinématographique, si elle parvient à l'existence, tout autant que je désire voir étudier le cinéma de manière ordonnée et rigoureuse. Telle est ma justification pour continuer à explorer Penis from Heaven à partir d'une seule vision. Mon excuse est que, quand j'ai eu besoin de le voir à nouveau, le film n'était plus à ma disposition. Me suis-je vraiment donné du mal pour le trouver? Nouvelle question de conscience intellectuelle. Qu'advient-il des choses à l'écran? Remarque prononcée lors d'une table ronde du congrès annuel de la MLA. Le titre de la table ronde était « Le showzisme et le cinéma, la perception de la réalité physique au cinéma et dans la littérature ». Et en quoi ce titre constitue-t-il une véritable question? Acceptons-nous la suggestion qu'il existe une relation particulière ou un système particulier de relations qui demanderait une étude systématique entre les choses et leurs projections filmées, autrement dit, entre les originaux, qui sont maintenant absents pour nous, par leur projection sur l'écran, et les nouveaux originaux, qui sont maintenant présents pour nous, dans ce que l'on pourrait appeler une photogenèse, une naissance à la lumière, une relation qu'il faudrait penser comme le devenir de quelque chose en quelque chose, par exemple comme une chenille devient un papillon, ou comme le prisonnier Edmond Dantès devient le comte de Monte Cristo, ou comme une émotion devient consciente, ou comme après une longue nuit, le jour se fait. En tout cas, ce titre est la formulation du travail que je me suis donné pour question directrice dans cette discussion. Parmi les nombreux problèmes et niveaux de problèmes soulevés par les interventions que j'ai été invité à commenter, j'ai choisi deux moments où il a été fait référence à mon travail sur le cinéma, espérant ainsi contribuer à une conversation dans le champ des études cinématographiques. Le premier moment est une citation où l'on me fait dire, ou plutôt à moi et à Heidegger, associer que l'image cinématographique accentue le caractère évident, envahissant et obstiné des choses. Si j'ai donné une telle impression,
J'en suis navré. L'arrière-plan de ce que j'ai dit, au fil de quelques exemples que je donnais pour montrer comment, dans mon travail, la réflexion sur le cinéma et la réflexion philosophique se nourrissaient mutuellement. Le voici. Au début d'être étant, Heidegger caractérise la façon spécifique dont survient, pour reprendre ses termes, le phénomène de la mondanéité du monde en train de s'annoncer. C'est là un phénomène dans lequel est mis en jeu un mode particulier de vision ou de conscience. Ce qui met en jeu ce mode de vision, c'est une rupture de ce que Heidegger appelle le monde du travail, une rupture des affaires courantes qui entourent nos outils, des occupations qu'elles permettent et de l'environnement qui les encadre. C'est à l'occasion de la rupture du cours de ces affaires courantes, pour un outil par exemple, quand il se casse, ou pour l'activité de quelqu'un à cause d'une blessure ou de l'absence de matériel, que ce mode de vision qui est alors convoqué découvre les objets dans ce que Heidegger appelle leur évidence, leur relief et leur obstination. Voici maintenant en quelque sorte l'avant-plan de ce que je disais. Il m'est clairement apparu que cette personne ou cette appréhension des choses de notre monde faisait partie de la texture du cinéma comique muet, plus particulièrement que Buster Keaton est dans ce cinéma comique muet la figure qui, par son travail et son regard extraordinaire, peut être le trait fondamental de son personnage, éclaire et est éclairé par ce concept de mondanéité du monde en train de s'annoncer. Même si pour moi cette simple amorce d'idée formule déjà la possibilité d'images cinématographiques, des choses de notre monde, il ne faut pas s'attendre que toutes les images cinématographiques véhiculent cette force, pas plus qu'on ne peut s'attendre qu'elles soient toutes mises au service du type de comédie pratiquée par Keaton. Pas plus que cette idée des images n'épuise ce qu'il y a à dire sur Keaton ou sur Heidegger, ou sur toute autre relation qui pourrait exister entre eux. L'effet que devrait avoir cette idée, c'est de nous aider à voir et dire à la fois de quoi exactement Keaton nous permet de rire, et quelle est concrètement la nature du mode de vision à partir duquel Heidegger commence son analyse de l'être au monde. Ce rire n'est pas par exemple défini par une suggestion à la Bergson que l'être humain est devenu mécanique, ou vice-versa. Keaton est aussi souple et plein de ressources qu'Ulysse, et ses machines géantes font exactement ce qu'on peut attendre d'elles dans les circonstances où elles se trouvent. Nous avons affaire ici à quelque chose qui concerne la capacité humaine de vision, ou plus généralement de conscience sensible. L'idée que nous sommes en quelque sorte condamnés à projeter, à habiter un monde qui dépasse essentiellement les données de nos sens, voilà qui semble être le seul point d'accord général de toute l'histoire de l'épistémologie, en tout cas dans sa période moderne, disons depuis Descartes. La conclusion la plus courante parmi les épistémologues a été une sorte de scepticisme de la prise de conscience qu'à strictement parler, on ne peut pas dire que nous ayons connaissance, que nous soyons certains de la simple existence du monde, des choses matérielles. Pour moi, Buster Keaton, par exemple, dans The General, le mécano, de Buster Keaton en 1926, illustre une acceptation de l'énormité de cette prise de conscience des limites humaines et ne dénie pas l'existence du gouffre qui peut s'entrouvrir à tout moment devant nos projets, ni même la possibilité, malgré cette menace, de vivre de manière honorable, avec une humeur heureuse, quoique résignée, et un espoir éternel. Sa capacité à aimer ne cherche pas à éviter ce savoir, mais elle existe en s'y exposant totalement. Est-il imbattant? Il est quelque chose d'encore plus rare, il est imbattable. Il incarne à la fois la nécessité de l'attention dans un monde incertain et les limites nécessaires de la conscience humaine, si grandes que nous ouvrions les yeux. Il y a toujours quelque chose dans notre dos, et de la place pour le doute. Comparez rapidement le savoir de Chaplin et son mode des objets, par exemple, dans The Gold Rush, La rue vers l'or, 1925, réalisé la même année que The General. Pensez seulement aux deux numéros les plus célèbres du film de Chaplin. Le dîner de Thanksgiving, où une godasse rôtie tient lieu de dinde, et la danse onirique des petits pains sur les fourchettes. Dans les deux cas, un objet est pris pour ou traité comme quelque chose qu'en réalité il n'est pas. L'aptitude à considérer des objets de cette manière est étudiée par Wittgenstein dans la deuxième partie de ses recherches philosophiques, à travers le concept de voir comme, concept dont Wittgenstein fait le sujet même de sa réflexion sur l'interprétation. À cette capacité des hommes à voir ou à traiter quelque chose comme quelque chose d'autre, Wittgenstein attribue notre capacité à comprendre les choses de manière intime, ce que nous pourrions appeler le caractère intérieur de la signification que nous attachons aux mots et aux gestes. Les deux numéros du film de Chaplin étant à un sens l'opposé l'un de l'autre,
Il nous propose le monde complet d'une telle compréhension. Dans un cas, on traite une chaussure comme de la nourriture, c'est un cas d'impérieuse nécessité. Dans l'autre, de la nourriture comme une chaussure, c'est un cas d'extravagance impérieuse. Et dans les deux cas, l'imagination offre à Chaplin un refuge à son extase et à son chagrin. La folie de ce qu'il veut dire préserve sa raison. On pourrait dire que la mondanéité du monde ne se révèle jamais à Charlot. Il est à la fois trop loin à l'intérieur du monde et trop loin en dehors pour cela.